Quand on pense à l'analyse des pratiques professionnelles, on imagine tout de suite les échanges, les cas étudiés, le rôle de l'animateur. Mais la salle elle-même, honnêtement, on la voit souvent comme un détail, un truc purement logistique. Sauf que cet espace physique est tout sauf neutre. Il peut vraiment faire la différence entre une séance qui fonctionne et une qui tombe à l'eau. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre programme. D'abord, on va voir pourquoi le lieu est bien plus qu'un détail. Ensuite, on va explorer comment la salle devient un véritable outil de travail. Après ça, on passera au concret, à l'installation pratique. Et pour finir, on se penchera sur le rôle clé de l'animateur dans tout ça. Allez, on attaque. Cette première partie, elle est là pour bousculer une idée reçue assez tenace sur l'endroit où se passe la séance. La question est posée, et la réponse qui vient spontanément, c'est souvent oui. Après tout, du moment qu'on a des chaises et un toit, le plus important, c'est ce qui se dit, non? Eh bien, c'est justement là qu'on fait erreur. Penser que la salle n'est qu'un contenant passif, c'est oublier qu'elle influence activement chaque minute de l'échange. Et voilà, le point central est là, noir sur blanc. Le lieu n'est pas un à côté, c'est un acteur à part entière du processus. Son choix a un impact direct, mesurable, sur la qualité et l'efficacité du travail. La salle n'est pas juste un décor, elle fait partie du dispositif. Bon, d'accord, la salle est importante. Mais pourquoi au juste? Si elle a tant d'impact, c'est parce qu'elle remplit plusieurs fonctions essentielles. Et ça va bien au-delà du simple fait d'abriter un groupe de personnes. Premièrement, la salle devient un lieu symbolique, surtout quand un groupe s'y retrouve séance après séance. Cet espace, il se charge de sens. Il devient le lieu de l'analyse, un endroit dédié à ce travail bien particulier. Ça aide tout le monde à se mettre en condition, à marquer une rupture avec le quotidien. Deuxième fonction, et elle est cruciale, la bulle protectrice. Pour que la parole puisse se libérer, pour qu'on ose aborder des sujets parfois compliqués, il faut un sentiment de sécurité absolue. C'est le rôle de la salle. Elle doit être un cocon, un sanctuaire à l'abri des oreilles indiscrètes, des regards et surtout des interruptions. Et enfin, il y a la connexion visuelle. L'analyse, ce n'est pas que des mots. Le langage non verbal, c'est une mine d'informations. Un regard, un sourire, une posture. Pour que le groupe puisse capter tous ces signaux, l'agencement de la salle est fondamental. Il faut que tout le monde puisse voir tout le monde, tout le temps. Zéro angle mort. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de passer au comment. Comment est-ce qu'on transforme tous ces beaux principes en une installation concrète et qui fonctionne sur le terrain? Ce tableau est assez parlant. D'un côté, ce qu'on recherche, de l'espace pour respirer, de la lumière, du calme, une bonne isolation. Et de l'autre, eh bien, c'est la liste de tout ce qu'il faut fuir, les salles trop petites où on se sent à l'étroit, les endroits sombres, les vitres qui donnent sur un couloir passant, ou pire, le bruit. Et attention aux petits détails, qui n'en sont pas. Le vieux téléphone fixe qui peut sonner à tout moment, la salle qui se transforme en véritable sauna l'été, la porte qui s'ouvre sans arrêt parce que quelqu'un cherche quelque chose. Tous ces éléments, qui semblent anodins, sont en fait des briseurs de rythme. Ils éclatent la bulle de confiance. Alors, concrètement, comment faire? Voici une petite checklist toute simple. 1. On choisit bien sa salle. Et surtout, on va la voir avant. 2. On installe les chaises en cercle. C'est un grand classique, mais ça marche toujours. 3. Point très important, on met le nombre exact de chaises. Ni plus, ni moins. 4. On prépare son petit matériel. Et 5. Le geste simple qui sauve, la petite pancarte sur la porte. Tout ça nous amène logiquement à une question centrale. Au final, qui est le responsable de ces bonnes conditions? Qui doit s'assurer que tout est en place? La réponse, elle est très claire. C'est le rôle de l'animateur. Sa mission ne se limite pas à faire parler les gens. Il est le gardien du cadre. Et ce cadre, il est aussi matériel, physique. C'est donc sa responsabilité de s'assurer que l'espace permet un travail de qualité. Ça fait partie de son contrat, de sa mission professionnelle. Et ça implique d'être proactif. L'animateur doit être vigilant, vérifier la salle qu'on lui donne, la négocier si nécessaire. Et surtout, il doit oser aller visiter les lieux avant, quand il ne connaît pas. Il doit même être capable d'argumenter, voire de refuser une salle si elle est vraiment inadaptée. Ce n'est pas un caprice, c'est une exigence. Et si malgré tout il y a un problème, la salle est sale, le matériel est cassé, l'approche professionnelle, ce n'est pas de chercher un coupable et de blâmer quelqu'un. C'est de considérer ça comme un événement indésirable, un dysfonctionnement du système qu'il faut signaler pour que les choses s'améliorent. Pour boucler la boucle, une excellente pratique consiste à faire de la salle un sujet de discussion. À la fin de chaque séance, on prend quelques minutes pour en parler avec le groupe. Comment chacun s'est senti dans ce lieu, le confort, le calme. C'est une façon de reconnaître officiellement que l'espace compte. On termine donc avec cette question pour réfléchir.
la prochaine fois qu'une occasion de participer à une analyse de pratique se présentera, ce sera peut-être le moment de regarder la salle avec un œil neuf, de se demander comment cet espace, qu'on oublie si souvent, est en train de façonner, minute par minute, la qualité de ce qui s'y dit. Parce qu'au final, la qualité du contenant influence toujours la qualité du contenu.